Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Timothy James Spitzen et c'est parti. Timothy James Spitzen est un jeune garçon né le 18 octobre 2004 à Aurora dans l'Illinois. Ses parents sont Amy et James Spitzen, un couple marié. Pour parler un peu du petit garçon, Timothy est joyeux et sociable. Il s'entend bien avec son entourage et il est aimé de tous ses proches. Il est très aventurier et son père le décrit comme un garçon super intelligent, plein d'énergie et drôle. Il a une vie épanouie et un avenir brillant devant lui. Et pourtant, sa vie va tragiquement basculer. Nous sommes le 11 mai 2011 et la journée commence de façon banale. James dépose son fils à l'école primaire de Greenman. Il l'embrasse et Timothy rentre dans son école. La journée passe et en fin d'après-midi, James retourne à l'école chercher son garçon. Il l'attend et là, il ne le voit pas arriver. Il se dirige alors vers l'enseignant de son garçon et lui demande où est passé Timothy. Et là, l'enseignant le regarde étrangement. Il lui explique que son épouse est venue chercher leur fils depuis un bon moment déjà. James est alors surpris et il ne comprend pas ce qui se passe. L'enseignant lui explique qu'Amy est venue récupérer leur garçon ce matin même entre 8h15 et 8h30. En fait, elle a dit qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle devait récupérer son fils. James ne comprend toujours pas et il est assez étonné que sa femme ait pris leur garçon et qu'elle ne lui a même pas tenu au courant. Il appelle alors son épouse une fois, deux fois, trois fois, mais elle ne répond pas. Ils sont un peu confus et James dit alors que peut-être qu'elle a oublié de lui prévenir et il va rentrer chez lui et ils sont sûrement à la maison. Il retourne à sa voiture et prend la direction de son domicile. Et en route, cette histoire le travaille car il ne comprend pas comment sa femme ne lui a pas tenu informé de ses plans. Il se dit que cette situation est tout de même bizarre. Il arrive à son domicile et là, il se rend compte qu'il n'y a personne. Il appelle son fils, sa femme, mais personne ne répond. La voiture de son épouse n'est pas là non plus. Il décide alors de se rendre au travail d'Amy pour voir s'ils sont là-bas et une fois sur place, il ne trouve personne. Il demande aux collègues d'Amy s'ils l'ont vu et ils expliquent que non, son épouse n'est pas venue au travail. James reprend son téléphone et il appelle à plusieurs reprises son épouse, mais elle ne répond pas. Il laisse plusieurs messages vocaux lui demandant où est-ce qu'ils sont passés et de la rappeler. Et James, en fait, il commence à s'inquiéter. Il ne sait plus vers qui se tourner pour avoir des nouvelles d'Amy et de son garçon. Il décide alors d'appeler ses beaux-parents et se dit que peut-être qu'Amy est passée les voir avec Timothy. Ses beaux-parents répondent à son appel et là, il leur explique la situation. Les beaux-parents sont confus et ils lui disent que non, ils n'ont pas de nouvelles de leur fille et non, ils n'ont pas vu leur petit-fils non plus. La soirée passe et ni Amy ni Timothy ne donnent des nouvelles d'eux. James est alors mort d'angoisse. Il ne comprend pas pourquoi sa femme ne répond toujours pas au téléphone et surtout il se demande où est-ce qu'ils sont passés et qu'est-ce qui leur est arrivé. Nous sommes le lendemain matin. James se réveille dans le silence. Il n'a aucune idée d'où se trouve sa famille. Son fils lui manque et il est paniqué. Il appelle encore et encore son épouse mais elle ne répond toujours pas. Ils ont comme disparu de son entourage. Pourtant, 2 jours plus tard, vers 13h30, Amy appelle ses parents et elle donne de ses nouvelles. Elle affirme à ses parents que Timothy et elle vont bien et qu'ils seront de retour dans 1 jour ou 2. Elle a dit les mots suivants. Nous allons bien, nous serons à la maison dans 1 jour ou 2. J'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre et essayer de réfléchir à la façon d'aborder cela. Ses parents sont très inquiets et sont confus de cette situation. Ils se disent sûrement que le couple a dû avoir une énième dispute et qu'Amy était fâchée et qu'elle va finir par revenir. Ils ne se posent alors même plus de questions à propos de tout ça. Puis Amy appelle le frère de James pour donner des nouvelles. Elle lui confirme que Timothy va bien, mais elle lui dit des propos très étranges. Elle dit mot pour mot les mots suivants. Timothy va bien. Timothy m'appartient. Timothy et moi, nous nous en sortirons. Timothy est en sécurité. Sur le coup, le frère de James est un peu confus, mais il ne s'inquiète pas plus vu que dans le téléphone, il a entendu la voix de Timothy en arrière-plan qui disait qu'il avait faim.
Pourtant, Amy ne prend pas le temps d'appeler son conjoint, ne serait-ce que pour lui dire que son fils et elle vont bien et donner des nouvelles. James continue de l'appeler, mais elle ne répond jamais à ses appels. Elle l'ignore complètement. James est sans nouvelles de son fils depuis 3 jours et il contacte alors la police pour qu'il aide à retrouver son garçon. Le lendemain, nous sommes le 12 mai. Et les policiers frappent à la porte de James. Et là, il se dit qu'enfin, ils ont retrouvé son épouse et son fils. Les policiers ont un visage neutre. Ils lui disent de s'asseoir. Et là, ils lui expliquent qu'ils ont bel et bien retrouvé son épouse, mais pas comme ils l'espéraient. En fait, ils ont repéré Amy dans un motel à Rockford, dans l'Illinois, mais elle n'est plus en vie. En fait, l'équipe de policiers sur place a réussi à la localiser dans un motel et lorsqu'ils ont pénétré dans sa chambre, il était trop tard. Amy avait mis fin à ses jours. Et pire encore, ils ont fouillé la pièce et il n'y avait aucune trace du petit Timothy. Il n'y a pas de preuve qu'il était présent dans cette chambre avec elle. James est alors complètement sous le choc, son monde vient de basculer. Son épouse a d'abord enlevé leur fils et désormais elle s'est ôté la vie et son fils est porté disparu. Et comble de l'horreur, elle était seule à savoir où se trouve le petit garçon. Je vais un peu revenir sur le parcours d'Amy et de son fils, puis revenir sur sa mort. Maintenant que les policiers ont retrouvé Amy morte dans un motel, ils se penchent sur la disparition du petit garçon et l'heure est grave. Il faut absolument le retrouver. Ils décident alors de retracer leur escapade. Ils remontent depuis le jour de la disparition du garçon et ils retournent à son école afin d'interroger le personnel. L'enseignant de Timothy affirme que sa mère est venue le récupérer et le personnel de l'école n'a pas ronchonné puisqu'elle a précisé qu'elle devait prendre son garçon suite à une urgence familiale. Les policiers demandent alors s'ils ont des caméras de surveillance et l'école leur confirme que oui. Les policiers visionnent alors ces caméras et ils voient bel et bien Amy et son fils quitter les lieux. Ils ont ensuite pris la direction vers l'est jusqu'à un atelier de réparation de véhicules où elle a déposé sa voiture, une Ford bleue datant de 2004 à 10h du matin. Ce jour-là, Amy a prévu une journée amusante avec son garçon puisqu'elle l'a emmené au zoo. Un employé du magasin de réparation de voitures les a conduits au zoo de Brookfield où ils se sont bien amusés et ont bien profité. Puis ils sont retournés au magasin où ils ont récupéré la voiture à 15h. Et là, ils ont fait une escapade. Ils se sont d'abord rendus à la station balnéaire Kelim Cove Indoor à Gurnee dans l'Illinois. Il y a une image des caméras de surveillance qui les montre en train de quitter les lieux. Puis ils sont partis au Kalahari Resort dans le Wisconsin où ils ont passé la nuit. Et sur la route, ils se sont arrêtés dans un magasin toujours dans le Wisconsin où Amy a acheté des vêtements ainsi que des jouets pour Timothy et on a des images des caméras de surveillance qui montrent Timothy suivant sa mère partout, puis jouant sur le sol du hall, puis ils sont repartis à 10h du magasin et là c'est la dernière fois que Timothy a été vu en public. Ils ont aussi fait un arrêt dans une station-service à Johnson Creek afin de faire le plein et de boire un verre. C'est le même jour à 13h30 qu'Amy a passé les coups de fil à sa famille. Les enquêteurs ont pu géolocaliser ses appels à ce moment-là et il se trouve qu'elle les a appelés depuis l'Illinois, plus précisément dans la région de Sterling Rock Falls. C'est la dernière fois où la famille a entendu parler de Timothy. Après ces appels, Amy s'est rendue à Family Dollar où elle a acheté du papier à lettres qu'elle va utiliser plus tard. Puis elle est partie à l'épicerie Sullivan. Ces deux endroits étaient près de Rockford. Et là, elle était toute seule. On le sait car les policiers ont eu accès aux images des caméras de surveillance. Les images la filment en entrant dans l'épicerie à 19h25 en train d'acheter du lait et des craquelins, sûrement pour Timothy. Après cela, elle est partie au motel Red Room Inn où elle a passé la nuit et ce soir-là, Amy Pizzen s'est ôté la vie. Le lendemain matin, c'est une femme de chambre qui a fait la macabre découverte. Vers 12h30, elle est entrée dans la chambre d'Amy et elle l'a trouvée dans la salle de bain. Elle s'est infligé des blessures au bras et au cou et elle a pris une grosse quantité d'antihistaminiques. Elle a laissé une note sur la table dans la pièce. Elle a écrit sa lettre d'adieu sur le papier à lettres qu'elle avait acheté auparavant.
Dans cette note, Amy s'excuse pour le désordre qu'elle a fait et elle affirme que Timothy est en sécurité et avec des gens qui l'aiment. Elle finit en disant que Timothy ne sera jamais retrouvé. Il y avait aussi des photos de Timothy allongé sur le lit. Amy a aussi envoyé une lettre à sa mère qui disait les mots suivants. « Je l'ai emmené dans un endroit sûr. Il sera bien soigné et il dit qu'il vous aime. Sachez qu'il n'y a rien que vous auriez pu dire ou faire qui m'aurait fait changer d'avis. » Les rumeurs disent qu'Amy a écrit une 3e lettre d'adieu qu'elle a envoyée à l'un de ses amis, mais les policiers ne l'ont pas retrouvée. C'est ici que la vie d'Amy s'est arrêtée et que Timothy s'est comme volatilisé. Maintenant, je vais vous parler un peu d'Amy. Amy était une mère aimante avec son fils et c'était une personne attentionnée. Elle est vue par ses proches ainsi que les personnes qu'elle côtoyait comme une femme heureuse et toujours souriante. Elle faisait partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le couple s'est rencontré à la fin de l'année 2002 après une fête de départ pour Amy à Ames dans l'Iowa. Je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, elle était là-bas pour le travail après avoir eu son diplôme. Et James était à Ames après avoir trouvé un travail dans une entreprise de traitement de l'eau. Après leur rencontre, ils ont eu comme un bon feeling et ils se sont attachés l'un à l'autre, mais ils avaient des personnalités assez différentes. Amy était intelligente et extravertie, elle aimait faire la fête et voyager, et elle aimait beaucoup lire. James était aussi très intelligent, mais il était assez simple, il aimait avoir une vie ordinaire. Ils ont appris à se connaître, puis se sont mis en couple. Mais James a dû déménager à Antioche et ils étaient donc dans une relation à distance, mais James venait toujours la voir toutes les 2 semaines. Puis à force que leur relation avançait, il a découvert des choses un peu étranges chez Amy. D'abord, elle avait été mariée 3 fois auparavant, alors qu'elle était encore très jeune. Puis elle souffrait de dépression sévère. Elle avait de longues périodes de dépression et elle a essayé 2 fois de mettre fin à ses jours. La première fois, c'était bien avant de rencontrer James. En fait, elle avait garé sa voiture sur une voie ferrée, mais au dernier moment, elle a changé d'avis. Puis elle s'est inscrite dans un service psychiatrique durant 1 semaine où elle a reçu des médicaments adaptés. Puis la seconde fois, c'était au début de leur relation. Ce jour-là, elle est rentrée chez elle après un entretien pour un emploi qu'elle a fini par avoir. Et Amy était comme prise de panique et elle a eu un sentiment de désespoir. Elle s'est arrêtée sur la route et elle s'est assise en bord de route. Plus tard dans la journée, James a reçu un appel d'un hôpital. Il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas car il avait essayé de joindre Amy dans la journée mais elle ne répondait pas. L'hôpital a expliqué qu'Amy a pris une grosse quantité de somnifères et qu'elle s'est effondrée sur la route. Elle s'est fracturé une vertèbre et elle a souffert d'hypothermie. Jim sur le coup était complètement choqué et Amy a fini par le rappeler d'un ton très calme alors que Jim lui a demandé qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a répondu calmement « Oh, je vais mieux, j'ai repris les médicaments et j'ai vu des médecins, je me sens vraiment bien maintenant. » Amy avait besoin de son traitement pour la dépression. Elle prenait du lorazépam pour l'anxiété, du Wellbutrin et du Lexapro pour la dépression. Le souci, c'est qu'elle ne prenait pas toujours son traitement. Or, quand elle ne le prenait pas, elle était une personne complètement différente et elle avait des sauts d'humeur. La sœur d'Amy, qui s'appelle Cara, a affirmé que ses frères et sœurs ont eu une enfance difficile et tous étaient un peu comme en lutte contre les idées noires. Elle affirme que sa sœur Amy a toujours été en quête du bonheur. Cara a confirmé les mots suivants sur la dépression de sa sœur. « Je pense qu'au fond, elle était tout simplement malheureuse et elle n'a pas pu s'en sortir. Les conseils, les médecins, rien de tout cela n'a vraiment fonctionné. » Amy a tenté de combler le vide qu'elle ressentait à travers la maternité. Au début, elle avait peur d'avoir un enfant et que sa dépression soit héréditaire. Du coup, elle était un peu sceptique à cette idée. Le couple était en longue réflexion au sujet d'un projet bébé et James, de son côté, il pensait qu'il était stérile car à l'âge de 20 ans, il a eu un lymphome de Hodgkin et il a dû faire de la chimiothérapie pour en guérir. Et pour information, un lymphome de Hodgkin, c'est une forme de cancer du système lymphatique. Mais 1 an après qu'ils se soient mis en couple, Amy est tombée enceinte et pour eux, ce bébé c'était un miracle. Après cette heureuse nouvelle, le couple a décidé de se dire oui lors d'une cérémonie très simple en plein air dans un parc en mai 2004. À ce moment, Amy était enceinte de 4 mois et le couple vivait à Aurora.
Ils ont eu un travail dans l'entreprise d'immobilier du père d'Amy, car en fait son père avait une situation assez aisée et des contacts et souvent il aidait le couple. Quand Timothy est venu au monde, Amy était comblée. Tout semblait aller super bien dans sa vie. Elle adorait son fils et elle le considérait comme la prunelle de ses yeux. Tous les deux étaient très fusionnels. Pour elle, il avait donné un sens à sa vie. James était aux anges avec son fils et ils faisaient toujours tout ensemble. Le couple était donc très heureux. Mais les choses se sont compliquées lorsque l'entreprise du père d'Amy a eu des soucis et qu'il a dû arrêter cette activité. Le couple était donc au chômage et là les disputes étaient régulières. Puis Amy a travaillé dans une société de gestion immobilière, mais l'ambiance à la maison était toujours aussi tendue et pesante. Maintenant que j'ai parlé un peu d'Amy, je vais revenir sur le couple et il semblerait que les parents de Timothy ont toujours eu un mariage houleux. Au moment de sa disparition, le couple était marié depuis 7 ans, mais ils ont toujours eu de nombreuses disputes pour des choses assez futiles. Le couple semblait blasé de la présence de l'un et de l'autre, car un rien suffisait à déclencher une bagarre. Ils n'arrivaient pas du tout à s'entendre au quotidien, mais ils restaient tout de même ensemble. Mais en 2008, le couple a failli éclater à cause d'Amy. En fait, James a découvert des textos de sa femme assez compromettants. En fait, il y avait une discussion entre l'un de ses ex-maris et elle, où ils parlaient de leur plan afin de se retrouver à un moment où James était à l'extérieur de la ville. En fouillant les messages, James s'est rendu compte que son épouse, Amy, a déjeuné plusieurs fois avec l'un de ses ex-maris. Il est alors devenu fou de rage et il a confronté sa femme et lui a demandé de faire un choix. Cette fois, il n'en pouvait plus et il lui a clairement parlé de divorce. C'était la goutte. Et James lui a posé un ultimatum. Il lui a dit les mots suivants. « Si tu veux être avec cet homme, va être avec cet homme. Nous divorcerons et peu importe combien d'argent ton père possède, je trouverai un moyen d'obtenir la garde de Timothy. » Et cette fois-ci, Amy, elle a pris cette dispute très au sérieux. En fait, les désaccords avec son époux, cela ne comptait pas trop pour elle, mais elle ne voulait pas perdre son fils ni s'éloigner de lui. Cette phrase l'a beaucoup blessée et ça a commencé à lui travailler l'esprit. Sa plus grande peur était qu'on lui retire son enfant. Elle savait que si elle devait passer devant un tribunal, il y avait des chances pour que son époux obtienne la garde exclusive puisqu'elle avait des antécédents de maladie mentale. Sa sœur Cara a confirmé cette crainte puisqu'elle a affirmé qu'Amy était terrifiée à l'idée de perdre son fils. James a donc menacé son épouse qui a décidé de rester avec lui mais sûrement à contre-cœur. Il a cependant affirmé que s'il retrouvait un autre texto de son ex, leur histoire sera terminée. Il semblerait qu'Amy a senti que son 4e mariage était sur le point d'éclater. Les soucis d'argent s'accumulaient et le couple n'avait plus aucune entente. Cara pense qu'Amy a planifié tout ce qu'elle a fait. Elle a déclaré les mots suivants. Je crois au plus profond de mon être qu'Amy savait ce qu'elle allait faire à elle-même et qu'elle ne voulait pas que son fils grandisse avec un héritage de dépression. Je pense qu'à sa manière, en le donnant à une autre famille, elle pensait que Tim serait aimé et pris en charge par ce qu'elle considérait comme une famille normale et aimante et qu'il n'aurait pas à grandir avec cette stigmatisation. Le jour où Amy a pris son fils de l'école, le couple a eu une énième dispute à propos d'un voyage aux Bahamas. Et il faut savoir qu'Amy avait l'habitude de disparaître pendant quelques heures après s'être disputée avec son époux, mais malheureusement cette fois les choses étaient différentes. Concernant la disparition de Timothy, l'enquête a continué après la mort d'Amy. Les policiers avaient l'espoir de retrouver le petit garçon, mais la tâche était rude. Les jouets ainsi que les vêtements qu'elle avait achetés pour son fils, n'ont jamais été retrouvés. Il avait un sac à dos Spider-Man au moment de sa disparition, mais celui-ci n'a jamais été retrouvé non plus. Les vêtements qu'Amy portait lorsqu'elle était à la station balnéaire n'ont pas été retrouvés non plus. Les policiers ont examiné la voiture d'Amy pour voir s'il y avait des traces de sang ou autre chose pouvant faire avancer l'enquête. Ils ont trouvé de l'herbe et de la terre sous le pare-choc arrière de sa voiture. Les policiers ont alors déterminé
qu'Amy a dû se garer ou rouler dans une zone boisée, peut-être près d'un ruisseau ou d'une autoroute quelque part durant son voyage. Leur scénario est qu'Amy s'est retirée de la route principale, soit pour remettre son fils à quelqu'un, ou soit pour déposer son corps si c'est elle qui l'a tué. Sur l'un des sièges arrière de la voiture d'Amy, on a retrouvé du sang séché, mais en toute petite quantité. En interrogeant la famille d'Amy, ils ont expliqué que Timothy saignait fréquemment du nez, donc ce sang n'est pas nécessairement incriminant. Il pouvait très bien être là depuis bien avant la disparition du petit garçon. Bien sûr, les policiers ont refait le parcours d'Amy depuis qu'elle a récupéré son fils à l'école, dans l'espoir de retrouver Timothy en chemin, mais il n'y avait aucune trace de lui, ni dans les logements où ils ont résidé, ni chez la famille d'Amy. Le temps est passé et il n'y avait aucun indice permettant de savoir où Amy aurait laissé le petit garçon. Aucun suspect n'a été identifié dans cette affaire de disparition. En 2013, le téléphone d'Amy a été retrouvé sur la route 78 au nord de Mount Carroll dans l'Illinois. Les policiers ont mis la main dessus et ils l'ont analysé, mais malheureusement, il n'y avait aucun indice permettant de savoir où se trouve le petit garçon. Pourtant, 7 ans après la disparition du petit Timothy, un rebondissement improbable va se produire. Le 3 avril 2019, une femme a repéré un jeune homme maigre dans le Kentucky qui semblait perdu. Il s'est approché de sa voiture et il a dit « Pouvez-vous m'aider? Je veux juste rentrer à la maison. Aidez-moi s'il vous plaît. » Il lui a confié qu'il a été kidnappé et qu'il voulait rentrer chez lui. Le jeune homme s'est ensuite présenté à la police dans le nord de Kentucky et il s'est présenté comme étant Timothy Pidzen et il a expliqué qu'il a réussi à échapper à ses ravisseurs et qu'il a été abusé pendant des années par 2 hommes tatoués qui ressemblaient à des bodybuilders. Et là, sur le coup, la police, elle a été surprise. Et dans le fond, elle a eu l'espoir de pouvoir enfin clôturer cette enquête. Ils se sont dit, peut-être que ce garçon est bel et bien Timothy. Les médias nationaux se sont rendus dans la petite ville de l'Ohio où le jeune homme était interrogé par la police. Bien qu'ils aient dit qu'ils n'avaient pas encore déterminé s'il était réellement le garçon disparu, plusieurs médias et même un rapport de police ont donné l'impression que Tim avait probablement été retrouvé. Et bien sûr, les policiers ont fait des tests ADN afin de comparer les échantillons d'ADN de cet homme à ceux du petit Timothy. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que cet homme était un arnaqueur. Les tests ADN étaient négatifs et en fait, il a inventé cette histoire de toutes pièces. Cet homme s'appelle en réalité Michael Rini. Il a expliqué qu'il a vu l'histoire de Timothy Pidzen à la télé, plus précisément dans un documentaire, et que comme il voulait fuir sa propre famille, il a imaginé ce scénario. Malheureusement, cette nouvelle a profondément choqué la famille de Timothy, ainsi que l'opinion publique qui avait vraiment l'espoir de l'avoir enfin retrouvé. Leur espoir s'est effondré et cela les a beaucoup blessés. Ils ont expliqué que Michael n'a fait qu'aggraver leur peine et ce dernier s'est excusé auprès des proches de Timothy. Et à l'heure actuelle, Timothy Pidzen reste introuvable et l'enquête se poursuit. Pour finir, j'aimerais parler un petit peu de la personnalité de Timothy. C'est un garçon, comme je l'ai dit, qui était très aimé par son entourage. Il aimait aller au zoo, il aimait les jeux en plein air, faire du vélo et du karting. Il aimait jouer avec sa collection de voitures et au moment de sa disparition, il apprenait à nager. Il aimait manger de la pizza, du yaourt, caronis au fromage et le McDo. Timothy avait 6 ans au moment de sa disparition et portait un short vert ou bleu, un t-shirt marron et des chaussettes blanches. James Pidzen est torturé par la douleur et il veut savoir la vérité sur la disparition de son fils. Mais pour lui, son épouse Amy n'aurait jamais pu faire du mal à Timothy. Il est persuadé que son fils est toujours en vie quelque part. Pour la famille de Timothy, sa maman l'a confié à une autre famille après que son époux l'a menacé de lui enlever son fils avant de mettre fin à ses jours. Cette hypothèse est plausible car il faut savoir que peu de temps avant la disparition de Timothy, Amy s'est rendue 2 fois dans la région où il a disparu, c'est-à-dire dans l'Illinois.
Les policiers le savent car ils ont examiné les dossiers de péage des autoroutes et le téléphone portable d'Amy a démontré que l'un des derniers appels Amy a sonné près de Sterling dans l'Illinois. Les policiers ont alors demandé à la famille d'Amy si elle connaissait une personne dans ses environs à qui elle aurait pu confier le petit garçon et ils ont affirmé que non, ils ne voient personne. La mère d'Amy a fait faire un banc en hommage de Timothy dans un parc où elle allait souvent avec lui. Et pour l'opinion publique, la majorité des personnes pensent qu'Amy a assassiné son fils avant de se donner la mort, mais pour les policiers, il est toujours vivant avec une autre famille. Et malheureusement, c'est ainsi que se termine cette tragique histoire. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune idée d'où se trouve Timothy. Les policiers n'ont pas vraiment de pistes pour suivre, ni de suspects, et on ne sait pas du tout où chercher concrètement le petit garçon. Malheureusement, il reste introuvable. Alors moi quand j'ai appris cette affaire, j'ai été profondément choquée et bouleversée et surtout j'ai une grosse pensée pour la douleur immense que doivent ressentir James ainsi que la famille de Timothy. J'ai une grosse pensée pour eux, je n'imagine pas ce qu'ils ressentent et surtout cette horrible sensation de ne pas savoir ce qui est arrivé concrètement à Timothy, de ne pas savoir s'il est toujours en vie ou s'il a été assassiné depuis longtemps. C'est vraiment ça le pire je pense là-dedans. Et concernant mon avis personnel, moi je ne pense pas qu'Amy soit complètement innocente là-dedans. Je pense qu'elle a complètement calculé son coup depuis longtemps. Elle savait que son couple n'allait pas bien et que son mariage était sur le point d'éclater. Elle sentait que James voulait divorcer et si elle divorçait, elle perdait son fils. Elle avait conscience que s'il passait devant le tribunal, elle n'allait pas forcément avoir la garde de Timothy vu ses antécédents de maladie mentale. Elle savait donc que James avait plus de chances de garder Timothy et elle voulait pas de ça en fait, elle voulait garder son fils pour elle et elle s'est sûrement dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre son garçon et d'en finir avec la vie. Elle a donc décidé de le récupérer à l'école et si vraiment ses intentions étaient bonnes, elle aurait contacté son époux, mais elle ne l'a jamais contacté. Elle a pris son enfant, elle l'a carrément kidnappé. Et on peut voir que durant cette escapade, elle a quand même fait en sorte que Timothy soit bien, soit heureux, puisqu'elle a organisé une journée au zoo, comme pour se faire pardonner inconsciemment de ce qu'elle allait faire. Elle a tout fait pour qu'il s'amuse, elle lui a acheté des vêtements, des jouets, pour qu'il ait un certain confort quand même, je pense. Ils sont allés dans deux endroits je crois, oui. Et ben, ils ont passé du temps ensemble et on peut voir qu'à un moment donné, Timothy n'est plus sur les vidéos de surveillance, ce qui prouve sûrement qu'elle s'était déjà débarrassée de lui auparavant. Et je pense aussi que clairement, elle savait ce qu'elle faisait. Et en fait, pour moi, si elle l'avait confié à une autre famille, cette famille, elle ne serait pas restée dans l'ignorance de l'identité de Timothy. Même si elle lui a confié Timothy sous un autre prénom, cette affaire, elle était assez médiatisée. Les photos de Timothy ont été diffusées dans les médias et je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler et si une famille avait recueilli Timothy, ils auraient entendu parler de lui, je pense. Après, je peux me tromper, c'est mon avis personnel, mais je pense que Timothy est décédé depuis longtemps et qu'elle s'est débarrassée de son corps. Et en plus, le fait qu'on ait retrouvé de la boue sur sa voiture appuie cette théorie qu'elle l'a tué et qu'elle a sûrement mis son corps dans une zone boisée, à mon avis. Et tout en sachant aussi ses antécédents de maladie mentale, à mon avis, elle n'aurait clairement pas pu faire face à une autre séparation, à un 4e divorce et à se retrouver éloignée de son fils. Cette histoire, c'est vraiment une tragédie. J'ai une grosse pensée pour la famille, encore une fois. Et je ne sais pas du tout quoi dire à propos de Timothy. Si ce n'est que s'il est décédé, ben j'espère qu'il repose en paix. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que l'on le retrouvera. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on va le retrouver et qu'on aura des réponses, surtout pour la famille, pour qu'ils puissent avancer et retrouver une certaine paix, même si ce sera difficile. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Timothy il est toujours en vie dans une nouvelle famille ou si sa mère l'a tué et a caché son corps quelque part? Et sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.